Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans une nouvelle vidéo débrief d'ensemble de la performance de l'équipe de France masculine de handball qui vient de s'imposer contre l'équipe d'Argentine dans le cadre de la 4e journée des préliminaires du tournoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Victoire sur le score de 28-21 alors qu'il y avait 15-8 pour la France à la mi-temps. Il y a des choses à dire. Alors la victoire était attendue, l'Argentine est l'équipe la plus faible du plateau, mais il y a quand même des choses à dire quand on voit le contexte de cette rencontre et dans quelles conditions la France arrive justement devant cette rencontre après 2 défaites contre le Danemark et la Norvège et un match nul il y a 2 jours contre l'Égypte. La France entame donc son 4e match et donc la première victoire du tournoi sur le score de 28-21. Cette vidéo va être séquencée de la manière suivante. D'abord, on va un petit peu voir les analytics, on va voir un petit peu les stats, ce que l'on ressort d'un point de vue chiffré de cette rencontre. Et après, on va s'atteler sur 3 points. 3 points essentiels à vérifier, que j'ai pu noter, 3 enseignements que l'on peut voir lorsque l'on regarde le match, lorsque l'on visionne et qu'on s'intéresse un petit peu à la chose, à la fois tactique, à la fois technique, mais aussi à la fois psychologique et relationnelle entre les joueurs, le coach et tout l'environnement d'ensemble. Et à la fin, on va parler, notamment on va évaluer les joueurs, on va évaluer de manière un petit peu plus individuelle, notamment les joueurs de l'équipe de France. Et en fin de compte, on va voir la perspective sur le prochain match, le match de la Hongrie qui va être capital pour la suite de la compétition. Véritable 8e de finale avant l'heure. C'est parti donc, on y va. Ce débrief, comme je te le disais, la France s'impose sur le score de 28-21. 15-8 pour les Bleus à la mi-temps. Ah oui, les Bleus qui jouent en rose aujourd'hui. Alors, les considérations textiles et de couleurs, j'ai mon petit sujet, j'ai ma petite prise de position là-dessus, mais pas dans cette vidéo. On en parlera un petit peu plus tard, mais je te cache pas que voir les Français jouer en rose, ça m'a fait quelque chose. Après, maintenant, il y a une information qu'il faut que tu gardes en tête. C'est s'ils ont joué en rose, c'est peut-être c'est pas parce qu'ils l'ont choisi qu'ils l'ont décidé. Il faut savoir une chose, c'est que le match, c'est Argentine-France. C'est l'équipe d'Argentine qui est désignée comme équipe recevante à la base depuis le tirage au sort. Et donc si l'Argentine reçoit, bien que le match ait lieu en France, hein, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Comme c'est l'Argentine qui reçoit, donc elle joue avec ses couleurs traditionnelles, albi-céleste, en blanc et en bleu au niveau du maillot, et le short noir et les bas blancs. Alors que la France, elle est désignée comme équipe qui est visiteuse, qui se déplace. Alors le maillot, le deuxième maillot visiteur, normalement c'est un maillot blanc, mais comme il y a du blanc dans les couleurs du maillot de l'Argentine, l'IHF a dit non, c'est pas possible. Vous allez jouer avec votre 3e jeu de maillot. Et le 3e, le maillot de réserve, donc le 3e jeu de maillot de l'équipe de France, il est rose. Voilà, rose un peu fuchsia. À la télé, moi ça me piquait un peu les yeux, mais bon, au moins on les voyait. Et puis, comme je te disais, le rose, la couleur rose, cette couleur-là, cette texture-là de rose, ça va pas à tout le monde. Ouais, en tout cas, ça fait beaucoup de commentaires, ça fait rejaillir beaucoup de choses et j'ai senti dans le commentaire, moi j'ai regardé le match sur Eurosport Max, il y avait Thierry Anti qui était en commentaire et lui il disait que c'était très joli, c'est très consensuel. Moi je te dis que ça va pas à tout le monde, tout simplement. Après, on en reparlera à une autre occasion dans une autre vidéo, plus peut-être qui sait. 28 buts pour l'équipe de France, 28 sur 47 à 60% de réussite, 21 buts pour l'Argentine, 21 sur 48 à 46%. Donc c'est complètement logique que la France l'emporte avec un pourcentage de réussite aussi grand. 6 sur 15 à 9 mètres pour la France, 4 sur 8 à l'aile, ça s'est très très bien passé, c'est quelque chose de très intéressant. Ça c'était l'Argentine. 6 sur 15 à 9 mètres, c'est pas intéressant, au contraire. 4 sur 8 à l'aile. Par contre, pour la France, 8 sur 14 à 6 mètres, 3 sur 4 à l'aile. Des buts de Valentin Porte, notamment sur le côté droit. Seulement 5 sur 13 par contre à 9 mètres. 4 sur 5 en termes de pénalty, les pénaltys du Godesca. Et 3 sur 4 en percée. Comment te dire? Au niveau des meilleurs buteurs de la rencontre, le meilleur buteur de la rencontre, c'est Hugo Desca qui a scoré 8 buts, 8 sur 11, donc 4 sur 5 en pénalty, avec notamment apparemment une compète, un pari en termes de Chabala à faire. Il y en a un qui n'a pas marché. C'est le seul échec d'Hugo Desca. Et sinon, c'est Elohim Prandi qui a marqué 5 buts sur 9 tentatives. Et Nicolas Tourna, 3 buts sur 4. Nicolas Tourna, le rentrant qui remplace poste pour poste Dylan Naï qui est blessé pour cette rencontre. Et quant à l'équipe d'Argentine, a noté notamment la belle prestation de James Parker, un très beau joueur de handball, un peu petit, un peu trapu, un peu bœuf, mais quand même
En termes d'individualité, en même temps gamme de tir, notamment ce tir bowling qu'il a fait à ras du sol, James Parker est un élément très intéressant et je crois comprendre qu'il va arriver en Espagne à Alicante, normalement en Liga Asobal. Très beau joueur à suivre après derrière, mais en tout cas c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Argentine. Et à noter également Pablo Simonet, le frère de Diego, qui a demandé d'ailleurs sa copine en mariage au début, avant la cérémonie d'ouverture. Ça avait fait le quart des roses un petit peu, c'était très beau à voir. Donc Pablo Simonet 5 sur 8 et Lucas Moscariello 3 sur 5. Voilà, ça c'est au niveau des buteurs. Les gardiens, Vincent Gérard, excellent début de rencontre à 12 sur 20. Il a joué toute la première mi-temps, 60%. Rémi Desbonnets, 6 sur 19, 32%. Et de l'autre côté, Lionel Maciel est à 4 sur 15, 27%. Et Juan Bar, qui a fait l'essentiel de la rencontre pour l'équipe d'Argentine, à 8 sur 24, à 33%. Donc forcément, lorsqu'on a des gardiens qui tiennent la baraque, et pourtant il y avait des arrêts à bout portant de Vincent Gérard, la défense n'était pas spécialement oufement bonne, mais ça va, mais mieux que ce qu'on a vu ces derniers matchs. Karl Conan également qui était très présent, très actif, et d'ailleurs il a démarré la rencontre Karl Conan, alors qu'il rentrait normalement un petit peu plus tard. Alors je pense que l'adversaire aidant, donc forcément c'était un petit peu plus facile de défendre avec des joueurs qui étaient quand même un petit peu limités techniques au niveau des schémas de jeu, au niveau de pas mal de petites choses aussi. Donc voilà, donc Karl Conan s'est distingué en défense. Et maintenant qu'on a dit ça, les 3 points qu'on va retenir. La première leçon, on va retenir en fait, j'ai envie de dire, ça va te paraître peut-être un peu sévère, mais moi je retiens que la victoire. Je retiens le fait qu'on a emporté 2 points et qu'on reste en position pour pouvoir notamment jouer un véritable 8e de finale contre la Hongrie. Parce que sur le plan comptable, c'est tout ce qu'on va regarder, c'est tout ce qu'on va observer. Parce que la rencontre en elle-même, la manière dont ça a été fait, alors oui, il y a eu un très bon début. 7-0, mené jusqu'à 7-0 avec un Vincent Gérard qui jusqu'à 10 minutes 50 à peu près était à 100% d'arrêt. Les Argentins ne rentraient absolument rien. Là, effectivement, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la fougue. Mais seulement après, une fois que l'Argentine a commencé à débloquer son compteur de buts, on a commencé à rentrer tout doucement dans un espèce de faux rythme, un espèce comment dire, on n'arrivait pas à trouver de la continuité dans notre jeu. Et là, on revoit un petit peu l'équipe de France qu'on voit depuis le début. On porte beaucoup la balle. Alors, ça se bat nettement moins lorsqu'on joue contre une équipe comme l'Argentine qui est vraiment pas forte. Mais contre des équipes comme le Danemark ou comme la Norvège, mais là, ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure, qu'on portait trop le ballon, ça manquait de fluidité. Ben là, c'était un petit peu pareil. Quand je vois Tikamem qui a essayé de forcer ses tirs, il prend des tirs que normalement il ne doit pas prendre. Quand je vois aussi également, il y a Melvin Richardson, il était complètement absent. Contre un match contre l'Argentine, Melvin Richardson est passé au travers. Melvin Richardson est passé au travers. Il n'a pas tiré une seule fois. C'est... J'ai du mal à... En même temps, je veux encourager les gars, je veux leur dire c'est bien ce que vous avez fait, c'est bon, c'est votre première victoire. On lance la machine tant bien que mal, mais il y a encore des choses à revoir, quoi. Il y a encore des choses à revoir et je suis pas tout à fait satisfait encore de la manière. C'est pour ça que je te dis qu'on retiendra uniquement que la performance. Vincent Gérard, donc forcément dans les buts, a été excellent. Rémi Desbonnets n'a pas été mal non plus, 32%. C'est bon, ça passe. C'est relativement acceptable. Quand l'autre gardien fait 60%, c'est bon, c'est plutôt bien, plutôt intéressant. Seulement 21 buts encaissés, c'est bon. La défense commence à revenir à un certain niveau. Il y a eu également bon, je suis un petit peu mauvaise langue. Il y a eu quelques petits mouvements, quelques petites choses, et mais voilà quoi. Au niveau du jeu, je reste toujours un petit peu sur ma faim, malgré tout, sachant qu'avec les joueurs qu'on a, on peut faire, mais vraiment nettement mieux que ce qui a été proposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des 2 entrants, Aymeric Min et Nicolas Tourna. Nicolas Tourna a fait son match, 3 sur 4. Beau match de Nicolas Tourna, des buts, notamment sa spéciale dont il a l'objet de balancer, de tirer en renversé comme ça, même avec sa mauvaise main. C'est du Nicolas Tourna dans le texte, on le connaît, il est capable de superbes choses. En attaque, c'est un excellent pivot. Aymeric Min, 1 sur 2. Aymeric Min n'a joué que 10 minutes, même s'il y a eu une perte de balle pendant son temps de jeu. Ça reste quand même Aymeric Min, il apporte quelque chose que les autres ne sont pas capables d'apporter. Une accélération, un enchaînement, une prise d'initiative et une détente de feu. Une très très belle détente. Et donc il peut amener un danger supplémentaire dans sa position de demi-centre.
Et aussi, ce que je note aussi, Aymeric Min, c'est que dès que la première fois qu'il a touché le ballon lors de sa première sélection olympique, il touche son ballon et il va tout de suite marquer. Il trouve l'intervalle, il rentre et il marque. Et il score. Tout de suite, sans se poser de questions. Après, voilà, il y a une perte de balle qui a été faite, qui a été, je pense que c'est sur l'excitation. Aussi, je vois clairement qu'Aymeric Min n'est pas du tout dans le même tempo que les autres. Aymeric Min a envie de bien faire, accélérer, une gouache de fou furieux, l'envie de tout défoncer. Je pensais qu'on l'aurait revu en deuxième mi-temps, mais j'avais oublié qu'on avait un coach voilà, quoi, qui est ce qu'il est et qui a son plan de jeu. Et ça enchaîne sur le troisième point que je voulais évoquer, c'est-à-dire que la volonté de jouer sans demi de la part de Guillaume Gilles. Alors je ne sais pas ce qu'il a contre les demi-centres, je ne sais pas ce que les demi-centres lui ont fait. Là on parle d'Aymeric Min qui n'a joué que 10 minutes, Quentin Mahé qui est hors de la liste. Alors tu vas me dire c'est une liste à 14, il faut faire des choix, mais n'empêche que je reste sur l'idée que ce groupe est déséquilibré. En deuxième mi-temps, comme je t'ai dit, un faux rythme parce que c'est le demi-centre qui peut impulser une cadence, un rythme en fonction de la lecture de ce qu'il voit, de ce qu'il fait et de sa capacité à créer des tirs, que ce soit pour lui et aussi pour les autres. Et lorsque le peu de temps qu'Aymeric Min était là, était très positif dans le sens où Rémy Lee sur le côté droit, Rémy Lee, même s'il n'a pas marqué, mais il y avait une rampe de lancement, il y avait quelque chose et je sentais Rémy Lee plus à l'aise. Mais revenons sur le cas de Nedim Rémy Lee, 0 sur 2. Rémy Lee, dans les temps morts, c'est simple, je pense qu'il peut prendre la place de Guillaume Gilles dans les temps morts, c'est lui qui décide des systèmes dans les temps morts. Très sincèrement, j'ai énormément de mal avec ça. Ça, c'est mon opinion. Toi, peut-être que tu vas te dire, ouais, mais ça veut dire qu'il prend le jeu à son compte, tout ça. Oui, mais prends le jeu à ton compte en restant à ta place dans le créneau. Nedim Rémy Lee, c'est l'entraîneur. Il veut vraiment se faire passer pour le demi-centre, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, notamment la vidéo du match contre la Norvège. Wannabe demi-centre. Il veut absolument se persuader qu'il est demi-centre. Il apprend les systèmes, ceci, cela, mais seulement comme il n'est pas demi-centre de formation, il y a des choses qu'il n'a pas, qu'il ne maîtrise pas, alors qu'à la base, c'est un arrière-droit pur. Un vrai finisseur. Il a les qualités de finisseur, mais en fait, quand on voit ce qui se passe en deuxième mi-temps, Nedim Rémy Lee, il veut se considérer comme le dépositaire du jeu. En deuxième mi-temps, on joue sur un faux rythme parce que franchement, le tempo n'est vraiment pas assumé et en face, c'est pas des foudres de guerre. Franchement, quand je vois Dika même en train d'essayer, qui porte la balle, qui veut lui porter le jeu à son compte et qui a eu des échecs, Dika même, c'est pas fluide du tout. C'est pas aussi fluide qu'à Barcelone, là où il joue, tu vois, où là c'est nettement, les systèmes sont très travaillés, tout est très huilé, on sait exactement qui fait quoi, comment. Là ça coule beaucoup plus de sources. Là en équipe de France, là, ça ne marche pas, ça marche nettement moins bien en tout cas. Même s'il score, attention, je dis pas que ça marche pas du tout, mais ça se voit qu'il manque quelque chose et que contre des grosses équipes, mais je suis désolé, le Danemark pour l'instant on leur arrive pas à la cheville, quoi. Le Danemark, si on doit les rejouer un peu plus tard dans la compétition, je sais pas à quel niveau, en demi ou en finale, mais là avec le niveau de jeu qu'on présente, non, il nous éclate là. D'ailleurs, le Danemark qui s'est imposé contre la Hongrie avant le match de la France ce matin, voilà, le Danemark a gagné contre la Hongrie ce matin, mais en mode tranquille, sans trop forcer, en économisant leurs forces, sachant qu'il y a un dernier match de groupe à jouer, en plus un gros match qu'ils ont, ça va être, c'est le match qui va être, alors que mon agenda n'est pas à la bonne page, voilà, le dernier match de groupe ce dimanche. Le Danemark jouera à 19 h contre la Norvège. Donc là, ça devrait être un match qui devrait compter pour la première place, notamment. Et donc, il faudra que le Danemark gagne sa place pour s'offrir un quart de finale facile avec le 4e du groupe à l'opposé. Mais franchement, pour en revenir à la France, là, alors, je suis peut-être sévère. C'est bien pour la confiance, mais je suis toujours pas satisfait. Il n'y a toujours pas ce qu'il faut. On n'exploite pas les joueurs comme on devrait les exploiter à mon sens en fonction de leur potentiel. Et voilà, on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors c'est l'Argentine en face. L'Argentine c'est vraiment pas ouf, mais voilà. Normalement on devrait gagner beaucoup plus que ça. On gagne de 7 buts, mais pour moi la confiance elle n'est pas complètement là. Oui on gagne, c'est super, c'est génial parce qu'on a gagné. Mais si on en revient au niveau du jeu proprement dit, on n'est pas arrivé encore. C'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, si on en revient à l'évaluation, et juste avant de faire cette évaluation, alors bien sûr, l'état d'esprit de l'équipe est très bien. Les joueurs voilà, ne se tirent pas dans les pattes, mais et ils s'en sortent avec ce qu'il leur est donné, compte tenu du contexte qu'il leur est donné. Mais voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de désunion.
Et la preuve, puisqu'il y a l'Islande qui était derrière, s'est permis encore, alors que s'est permis de chambrer un petit peu avec Hugo Desca, alors que lui est blessé. Ça veut dire que le groupe, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. Il y a une union, il y a une sorte d'union qui se maintient parce que la situation est chaude. Et contre l'Argentine, tu peux pas déconner parce que tu t'appelles la France quand même. À voir pour la suite. L'évaluation des joueurs. Vincent Gérard dans les buts. Très belle rencontre. Contre l'Argentine, c'est cool avec des impacts qui étaient relativement faciles à deviner. C'est cool. Maintenant, contre une équipe plus avancée, à voir. Donc voilà. Attention, ça se trouve, Vincent Gérard peut nous surprendre. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, Vincent Gérard, je le respecte compte tenu de son parcours, de tout ce qu'il a fait et surtout de ce qu'il a fait pour venir arracher sa place en tant que titulaire dans l'équipe de France olympique. Ça, c'est admirable ce qu'il a fait. Maintenant, comme je le dis, Vincent Gérard, à l'échelle internationale, c'est un gardien moyen plus, comme je te dis. Voilà, il n'est pas mauvais, mais je ne le trouve pas exceptionnel non plus, compte tenu de ses performances. Quand tu regardes ses lignes de stats, quand tu regardes sa façon qu'il a de lire un petit peu les lignes adverses, contre des joueurs pas très talentueux comme l'Argentine, ça peut passer. Mais s'il faut monter le niveau, ça reste encore à voir. Malgré tout, on enlève le chapeau, 60% pour un match des Jeux Olympiques, ça se soulève, ça se maintient. Donc bravo à toi Vincent. Ensuite, Hugo Desca, le meilleur scoreur, 4 sur 5 notamment au penalty. Je dirais d'Hugo Desca qu'effectivement c'est un peu l'energizer parce qu'il a une façon de célébrer ses buts qui est vraiment cool, qui harangue tout le monde, il met énormément d'énergie. Après, Hugo, il marque des buts, alors c'est un ailier gauche, mais j'ai envie de dire une chose. Sachant que le jeu de l'équipe de France, surtout en deuxième mi-temps, ça s'est vu, les gars jouaient seulement entre eux à la base arrière. La balle a énormément de mal à arriver jusqu'aux ailes parce que tout simplement il n'y a pas de système pour que ça arrive jusqu'aux ailes dans le jeu, en tout cas dans un jeu placé. Hugo Desca ne pourra marquer que sur des contre-attaques ou alors si vraiment il y a un quart de zone grand ouvert après une confusion, voilà, c'est comme ça qu'il marquera. Mais il ne marquera pas après un décalage, après une fixation, quelque chose, parce que tu as une base arrière, les gars sont, voilà, ils veulent tirer leur couverture et ça se voit, quoi que ce soit Remili, Dikamem, Melvin Richardson. Quand Nico Karabatic rentre, il a marqué 2 fois, Nicolas, mais waouh, j'ai envie de dire, c'est le GOAT, hein, Nicolas, hein, c'est le GOAT. Mais là, cette compétition-là, j'en parlais avec des influenceurs à l'étranger, notamment en Croatie, j'en parlais avec des influenceurs au Danemark. On est tous d'accord pour dire que c'est pas sa compète, quoi. Il est là et oui, j'avais tendance à dire pourtant avant la compétition, qu'on l'a vu au championnat d'Europe, Nicolas Karabatic quand même, il est là rien que par sa présence. Mais là, je le trouve emprunté, je le trouve vraiment pas en forme. Donc j'ai presque envie de dire il est temps que ça se termine, quoi. Quand j'étais le voir notamment lors de son dernier match en club, quand j'étais voir le match Paris Saint-Germain contre le PAUC à Bercy, lui-même l'a dit au micro, hein, il a déclaré que après avoir tiré sur la tête de Serdar Rezic, le gardien du PAUC, il a dit que vraiment qu'il était vraiment temps que ça s'arrête parce que vraiment la forme commence sérieusement à décliner pour lui. Donc voilà. Et donc je te disais, après Elohim Prandi en évaluation, Elohim Prandi a fait des beaux mouvements, mais pareil, c'est la base arrière. La base arrière, ils veulent tous un petit peu se répartir un petit peu les shoots d'une certaine façon, mais voilà quoi, ça se concentre qu'autour de la base arrière uniquement. Ça va pas aller chercher sur les ailes et donc du coup notre jeu est relativement pauvre et comme le coach n'a pas la main sur les systèmes à mettre en place et sur ce qu'il veut mettre d'une certaine manière, alors je sais pas comment ça se passe dans le groupe, mais comme il n'y a pas d'empreinte de coach dans cette équipe, jusqu'à la fin on va devoir faire avec des gars qui vont décider de eux-mêmes ce qu'ils vont faire, qui vont se répartir les shoots et on verra après comment ça se passe, on verra comment on s'en sort. Mais contre la Hongrie pour le prochain match, et là c'est l'ouverture que je voulais donner, l'ouverture sur la Hongrie, ça va être... si on joue comme ça va être compliqué parce qu'en face, la Hongrie, ils ont quand même des sacrés gars costauds en poste 3 et en poste 2. Ils vont nous mater. La Hongrie, ils vont avoir le couteau entre les dents, il y a une place en quart à aller chercher pour les Jeux Olympiques. Même si la Hongrie, c'est pas aussi fort que les Danois ou que les Suédois, même si les Suédois sont en difficulté dans ce tournoi olympique, hein. C'est pas aussi fort que le Danemark, mais voilà. Il va falloir leur passer dessus, et ça, c'est une équipe qui est vraiment chiante à jouer. Et avec nos systèmes de jeu tels qu'on a là déjà, ça va pas être le plus beau match du tournoi. Mais malgré tout, émotionnellement, ça va être quelque chose quand même, puisque ça va être un vrai rendez-vous ce match-là.
Sinon, voilà, je te disais, donc Rémi Lee, je t'en ai parlé, Dikamem aussi, qui force beaucoup, qui était à 3 sur 8, je t'en ai parlé, Melvin Richardson, qui a été complètement absent, pareil, je t'en ai parlé. Le prochain match, c'est donc France-Hongrie, dimanche 4 août à 16h. Petite annonce concernant les filles, Méline Nokandi et Atadou Sako vont réintégrer l'effectif, ça y est, ça va mieux de leur côté, du coup, Cléopâtre Darleux et Grace Zahadi vont ressortir et vont réintégrer leur poste de remplaçante. Aussi, autre mauvaise nouvelle qui est arrivée, là je sors des Jeux Olympiques, mais là on va directement en deuxième division féminine. On a encore Noisy-le-Grand, le club de Noisy-le-Grand, qui a été rétrogradé par la CNACG, qui va passer la prochaine saison en National 1 féminine. Donc là pareil, un club dans le giron professionnel qui n'a pas passé le cut de la CNACG et qui va être relégué. Du coup, c'est l'Azul de Vaux-en-Velin qui va monter, qui est maintenu en deuxième division féminine. Encore des grosses problématiques pour pouvoir développer et structurer financièrement d'un point de vue professionnel le handball féminin. C'est encore un gros projet, c'est encore un énorme sujet. Je pense je vais faire des vidéos dédiées une fois les Jeux Olympiques terminés. Il va falloir que je revienne là-dessus, il va falloir qu'on soit assez pédagogue sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est les Jeux Olympiques. On encourage l'équipe de France masculine. Demain, je reviendrai après le match de l'équipe de France féminine qui va jouer son dernier match de poule contre l'Espagne. Normalement, c'est ce qu'on appelle un match apéro. Ça devrait bien se passer pour l'équipe de France féminine, surtout qu'elle est déjà qualifiée, assurée d'être première de son groupe. Donc il faudra juste faire tourner les jambes, faire jouer celles qui n'ont pas eu trop de temps de jeu et assurer tout simplement. Voilà, et en se préparant pour le prochain match de quart de finale. Pour l'instant, c'est l'Allemagne du côté des filles qui est proposée. Mais on verra après, demain, il reste une dernière journée. L'autre groupe est assez indécis. Voilà pour cette vidéo, je te souhaite une belle fin de tournoi, une belle fin de phase préliminaire. Et merci encore pour tous les retours que tu me fais. Je t'invite à commenter, liker et à partager cette vidéo si toutefois tu trouves de la pertinence et que tu as envie de réagir avec moi sur l'actualité des équipes de France de handball au sein de ces Jeux Olympiques. Ça fait plaisir de partager et d'échanger avec toi. En même temps, je me fais plein de copains sur les réseaux sociaux, ça c'est plutôt cool. Et on se parle très bientôt pour une prochaine vidéo, la prochaine vidéo débrief du match de l'équipe de France féminine demain. À bientôt.